Une analyse assez complexe, une analyse assez délicate, une analyse assez difficile, parce que bientôt 60 ans que nous sommes indépendants, mais il faut croire que nous sommes toujours dépendants, pour la simple raison que l'indépendance n'est pas que économique, elle n'est pas que politique, elle n'est pas que culturelle, l'indépendance est intellectuelle. Il se trouve que malheureusement, les pères de cette indépendance, si on les réveillait aujourd'hui, ils allaient remourir. Parce que l'objectif qu'ils avaient au moment de cette indépendance-là, cet objectif-là a été biaisé, a été détruit, a été jeté aux orties. Lorsque il y a eu cette lutte d'émancipation de l'homme noir, pour que l'homme noir puisse s'affirmer, pour que l'homme noir puisse avoir confiance en lui-même, pour que l'homme noir prenne son destin en main. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, en 1960, Modibo avait un objectif bien déterminé. Modibo avait voulu le Malien, un nouveau Malien, un Malien qui soit imbu des valeurs sociétales du Mali, imbu de l'héritage que les prédécesseurs, les bâtisseurs des royaumes et empires ont eu à construire. Voilà l'objectif de Modibo. C'est pourquoi il a fait la réforme de 1962. Cette réforme de 1962 qui désengageait petit à petit le petit Malien de la domination coloniale. Une école adaptée aux réalités de chez nous, adaptée aux besoins de chez nous. Mais malheureusement, nous avons confondu éducation et enseignement. On a pensé que l'homme blanc est venu nous apporter le savoir universel, c'est vrai. Mais il se trouve que l'éducation se donne à la maison. Le patriotisme, ça ne s'apprend pas à l'école. Le patriotisme, ça s'apprend à la maison. L'amour du faso, ça s'apprend à la maison. C'est le père qui transmet cela à son enfant. C'est la maman qui transmet cela à son enfant. Et avec le régime socialiste, nous n'avons pas compris. Parce que ceux qui conseillaient Modibo l'ont très mal conseillé. Il a enclenché une révolution active qui devait normalement être précédée d'une révolution culturelle. Parce que tu ne peux pas construire une maison par en haut. Il faut commencer par le bas et le soubassement. Il faut préparer les esprits et la culture pour construire le pays. C'est ce que Mao a fait en Chine. Mao a voulu que la Chine marche sur ses deux jambes, l'industrie et l'agriculture. C'était l'objectif de Modibo. Mais malheureusement, on a sauté ce pas. On est venu nous jeter dans cette histoire de révolution active. La milice a été créée et ça a fait des exactions parce que pensant résorber le chômage, ils ont plutôt aggravé la situation socio-économique du pays. Donc ce régime-là a été renversé. Et cette liesse populaire a porté Moussa au pouvoir pendant 23 ans, le CMLN, le Comité militaire de libération nationale. Mais malheureusement, les sauveurs de ce 19 novembre 1968 se sont livrés aux pires vexations et aux pires exactions. Nous sommes restés 10 années d'apolitique. Il n'y avait aucune option politique. Quand tu dis aux Maliens, vous êtes libres de faire ce que vous voulez, donc on a compris par la chute de Modibo, par la liberté retrouvée, de faire ce que l'on veut comme l'on veut. Et il y a eu un nouveau type de Malien. Parce qu'avant, le Malien veillait sur son honneur, le Malien veillait sur ses valeurs sociétales, mais à partir de 1968 jusqu'à 1978, ce nouveau type de Malien a connu une société différente. La gabégie, la concussion, la prévarication, le népotisme, l'affairisme, le clientélisme. Voilà des concepts qui sont nés à partir de cette période. Donc, c'est à partir de 1978, après l'arrestation de Tchekoro et de Kissima Doukara, que Moussa a eu, paix à son âme aujourd'hui, a exercé pleinement le pouvoir en créant en 1979 l'Union démocratique du peuple malien. C'était un parti unique. Ce parti unique, malheureusement, ponctionnait le budget d'État
Parce qu'au Mali, ici, les gens n'adhèrent pas aux partis politiques parce qu'on a un idéal, parce qu'on accepte un idéal. On adhère aux partis politiques parce que celui qui gère le parti donne l'argent. Le parti vit de la poche de son président. C'est pourquoi le président, il fait ce qu'il veut, comme il entend, c'est lui qui décide. Ce que lui décide, c'est Dieu qui l'a décidé. Nous avons vécu cette période-là. À un certain moment, il arrivait une période où ça n'allait plus, l'économie était étouffée, rien ne marchait parce que tout ce qui existait comme entreprise, société, entreprise d'État ont été bradés. Et bradés à telle enseigne que les salaires tardaient à tomber, on faisait 3 mois, 4 mois de salaire. Et Moussa n'a pas hésité à dire que celui qui ne peut pas accepter ça, il n'a qu'à aller ailleurs. Si on peut travailler pendant 3 mois, 4 mois sans salaire, ça veut dire que quelque part on est en train de manger quelque chose. Et il a dit, le constat est amer, mais le Malien produit ce qu'il ne consomme pas et il consomme ce qu'il ne produit pas. Au retour d'un sommet de la Baule, il a dit qu'il va mettre le Mali à l'école japonaise pour que l'on puisse construire notre développement à partir de notre culture. Le vent de l'Est l'a balayé, il est parti. On a instrumentalisé les propres fils du pays pour le faire partir en le traitant de dictateur, en le traitant de tous les noms d'oiseaux possibles, de mauvais augure bien entendu. En 91, y a un groupe qui est venu sous prétexte que c'est des démocrates, qu'on a appelé le mouvement démocratique. Eux, ils sont venus, ils nous ont fait prendre de la bouse, en fait du crottin d'âne pour de la bonne crème fraîche que j'appelle tout ça. Donc, le mouvement démocratique a été un miroir aux alouettes. Cette révolution de 91 a été un miroir aux alouettes. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont battus pour la révolution, pour le changement, sont au carré des martyrs, à 6 pieds sous terre. Ceux qui les ont mis dans la rue pour qu'ils meurent, pour que le Mali ait la démocratie, c'est eux qui sont devenus des multimillionnaires, des milliardaires aujourd'hui. Ça veut donc dire que la révolution de mars 91 a échoué. Elle a échoué pourquoi? Parce qu'on a pensé que la démocratie, c'est faire ce que l'on veut. On a pensé que la démocratie, c'est le multipartisme. Il y a plus de 200 partis aujourd'hui au Mali. Pour quelqu'un qui est conséquent, est-ce qu'il peut y avoir 200 projets de société dans un pays comme le Mali? Ce n'est pas possible. Et sur le plan culturel, ils n'ont rien fait du tout, parce que c'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas indépendants encore dans nos têtes. Pourquoi? Parce que tout développement doit se construire sur la culture. Parce que la culture, elle englobe la politique, elle englobe l'économie, la culture englobe le social, la culture englobe tout ce qu'il y a de la vie de l'homme. Parce qu'on dit que c'est le savoir-faire et le savoir-être de l'homme. Et tous ces aspects ont été négligés. Les gens sont venus uniquement prendre de l'argent, s'enrichir par tous les moyens. Envoyer ses enfants aux études au Canada, envoyer ses enfants aux études aux États-Unis, faire ceci et faire cela. Et le pauvre citoyen, le pauvre peuple qui se trouve être là, au nom duquel on parle, est en train de tirer le diable par la queue. Et souvent même, on ne voit même pas le diable à plus forte raison lui tirer la queue. Il y a des fonctionnaires qui ont failli laver ici le chien contre rémunération, comme on le dit en Bambara Gavulugo sera là. Bon, mais les gens sont en train de s'enrichir. Et on n'en a pas tenu compte. Et ils ont fait un code électoral en pensant à pouvoir mettre ça à leur profit dans les années à venir. C'est pourquoi le code électoral est très mauvais. Il n'y a jamais eu de bonne élection au Mali. Un. Et deuxièmement, ils ont fait une charte des partis. Comment tu peux construire un parti politique pour conquérir le pouvoir? Conquérir ce pouvoir-là et que l'argent du contribuable serve à faire vivre ce parti. Un parti vit de l'argent de ses membres, la cotisation de ses membres, les cartes des membres. C'est ça qui fait vivre un parti. Mais si on finance un parti politique, ça n'a pas de sens. C'est une aberration. Il n'y a que ça au Mali. Tu vois ça au Mali seulement. Comment tu peux... Bon, normal. Et on a organisé des élections. En 2013... nous avons choisi Ibrahim Boubacar Keïta pour faire de lui le président de la République du Mali. Il est venu, il n'avait aucun programme. Il est venu, il a dit le Mali d'abord, le bonheur des Maliens, l'honneur du Mali. Voilà ce qu'il nous a dit. On a eu foi en lui, on l'a choisi.
Quand on l'a pris, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Ma famille d'abord, le bonheur de ma famille, l'honneur de ma famille. Et on a fait 5 années comme ça. Et après, en 2018, on a tripatouillé la Constitution de manière à ce que les forces internationales ne puissent intervenir, de manière à ce que les organismes internationaux ne puissent pas intervenir. On a financé nous-mêmes nos élections pour en faire ce que l'on veut. On a tripatouillé la Constitution. On a élu encore Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République. Mais ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Et il a fallu que finalement les religieux se lèvent, qu'eux ils se mêlent de la danse parce que les hommes politiques ont échoué, lamentablement échoué. Ils sont allés se cacher dans le vestibule des leaders politiques. Cachés dans le vestibule des leaders politiques, on ne peut pas leur demander autre chose parce qu'ils ne peuvent pas s'assumer. Sans l'argent de l'État, ils ne peuvent pas faire vivre leur parti. Aucun leader politique au Mali n'a une base solide dans son village. Bon, il y en a quelques-uns ou deux, mais tous, ils sont à Bamako ici. Et c'est à Bamako ici qu'ils crient. Après les élections, ils crient au vol, ils crient à ceci, ils crient à cela. Personne ne va dans sa localité pour dire il y a eu ceci ou il y a eu cela, voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine fois. Personne ne le fait. Après les élections, c'est fini. Ils ne mobilisent le peuple qu'à cause de l'élection. Or, la charte des partis dit ceci, qu'un parti est créé, il est créé d'abord pour organiser le citoyen, pour éduquer le citoyen, pour le former afin de l'amener à s'intéresser aux élections et à prendre part aux élections, à leur organisation. Et ensuite, en troisième point, lorsque ce parti a un élu, quel qu'il soit, l'accompagner pour qu'il puisse exercer ce pourquoi on l'a choisi dans le sens du parti. Voilà la charte des partis politiques, mais tel n'est pas le cas chez nous. Et voilà comment, finalement, quand les gens se sont levés, vu la situation catastrophique que le Mali a connue, vu la dégradation même du tissu social, vu la honte dans laquelle se trouvait le peuple malien, le Mali tout entier, parce que personne ne nous respectait. Même aujourd'hui, aucun pays de nos voisins, aucun pays de la sous-région ne respecte le Mali. Pourquoi? Parce que celui qui était là a fait du Mali n'importe quoi. Il a fait du Mali le plus bas des pays de la sous-région. Et c'est la raison pour laquelle, pour parachever l'œuvre du peuple malien, les jeunes militaires ont pris le pouvoir. Mais malheureusement, inexpérimentés, ils n'écoutent pas. Sinon, il ne servait à rien de prendre le pouvoir pour venir écouter tout le monde. Tu prends le pouvoir, tu l'assumes. Hein? Il faut s'assumer. Et si tu ne t'assumes pas, c'est les leaders politiques qui vont venir encore, c'est les mêmes têtes qui vont encore revenir te parler de ceci, te parler de cela. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut qu'on change les vieilles têtes là. Il faudrait qu'on comprenne que la lutte politique, c'est une lutte de longue haleine. Tu commences à la base pour arriver au sommet. Mais nous, notre lutte politique, c'est quelqu'un qui crée son parti, il est le président et il reste président à vie. Or, moi je me rappelle Mitterrand, quand Mitterrand venait ici pour inaugurer le Soudan Club, ce que l'on appelle aujourd'hui le carrefour des jeunes, c'est Mitterrand qui l'a inauguré ici, quand il était jeune ministre des colonies. Et en 73-74, il est devenu secrétaire général du Parti socialiste. Et ce n'est qu'en 81 qu'il est devenu président de la République de la France. Alors c'est pour vous dire qu'il y a un cheminement à faire. Bon, mais aujourd'hui, nous, on se réveille. Moi, j'ai volé suffisamment d'argent. Je réunis quelques camarades et puis je fais mon congrès. Et puis je donne de l'argent à gauche, à droite. Je fais un congrès, je dis, je vais être candidat aux élections présidentielles. Mais c'est-à-dire, il n'y a que au Mali qu'on voit des bêtises de ce genre-là. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des conneries de ce genre-là. Et c'est pourquoi, de 1960 à nos jours, nous ne sommes pas encore indépendants. Voilà. Pour une vraie stabilité du pays, il faut obligatoirement une refondation des mentalités de l'homme malien. Il faut que le Malien se mette en cause. Il faut que le Malien comprenne que personne ne viendra faire le Mali à notre place. Que le Malien se dise que moi, d'abord, mon honneur, ma dignité ne me permettent pas de faire ceci ou de faire cela. Il faudrait d'abord que le Malien comprenne que
ce dont je descends, que ceux-ci doivent être des exemples pour moi dans ma vie de tous les jours. Le père doit être un exemple pour son fils. Il faut que l'on rééduque nos enfants. Parce que l'homme blanc a détruit notre tissu social. Mais ce n'est pas lui-même, hein, c'est nous-mêmes qui avons détruit notre tissu social. La Chine, le Japon, l'Inde, les pays que l'on dit émergents, ces pays, ils ont construit leur développement comment? Ils ont construit leur développement à partir de leur culture. Mais n'empêche, ils vont apprendre le savoir universel, ils vont l'apprendre ailleurs pour venir l'ajouter à leur savoir traditionnel et le développer. Je le dis très souvent, le président de Toyota, quand il quitte son bureau, veste et cravate, il a fini, il sort de sa Mercedes, il arrive chez lui, mais il met sa veste à côté, il met son kimono, il s'assoit, il met sa sandale, il s'assoit sur son tatami, on lui amène son bol de riz, il le mange avec sa baguette. C'est ça, la culture. Et quel est le Malien qui aujourd'hui, avec un salaire de 100 à 150 000 francs, mange à la main avec ses enfants? Ils ne sont pas nombreux. Parce que nous voulons tous, autant que nous sommes, nous voulons faire comme l'homme blanc. Nous avons le complexe de l'homme blanc. Je ne dis pas qu'il faut rejeter tout. Mais ce que nous avons... Pourquoi nos anciens mangeaient ensemble autour du même plat? Est-ce qu'on s'est posé cette question? Si on arrive à ça, si on comprend le pourquoi de cela, on ne va jamais arrêter ceci. Parce que d'abord, c'est apprendre le partage. L'acceptation de l'autre, c'est l'humilité, la compréhension de l'autre et s'occuper de l'autre. Parce que celui qu'on ne voit pas, on dit « Ah, un tel, on ne l'a pas vu aujourd'hui au repas, qu'est-ce qu'il a ?» Ça permet de savoir ce qu'il a et de traiter cet état de fait. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. J'ai dit avant, quand nos médecins vont aller étudier, ils vont étudier la médecine, quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils viennent appliquer chez nous ici? Ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris en Occident. Nous n'avons pas le même organisme. Moi, le matin, quand je me réveille, quand je sens qu'il y a une partie de mon corps qui commence à chauffer, ça veut dire qu'il va y avoir bientôt un furoncle. Je mets la salive dessus. La première salive, je mets dessus. C'est un antibiotique incontestable. Nos médecins, est-ce qu'ils font des recherches pour savoir quelle est la valeur de cette salive-là? Qu'est-ce que cette salive-là contient pour construire ceci ou construire cela? C'est ce qu'il faut rechercher. Avant que l'on ait le contact avec l'homme blanc, avant que l'on ait le contact avec l'arabe, comment on se soignait? Mais le Chinois, il ne te fait pas de piqûre. Hein. Le Chinois, il fait l'acupuncture. Le Chinois te donne des comprimés à partir des plantes de chez lui. Tous les médicaments sont à base de plantes. Mais nous avons les plantes chez nous ici. Quand tu as le palu, très simplement, on le traite comment? Avec le Kwasafner. Le palu, on le traite comment? Avec Segou Fali. Quand tu as l'atout, tu traites avec comment? Avec comment ils appellent ça déjà? Le sirop de Balembo. C'est très simple. Mais pourquoi ne pas mettre en valeur ces médicaments qui sont chez nous ici, qui peuvent nous traiter? On parle de Covid-19. Avant de te coucher, mets un petit bout de beurre de karité dans ta narine ici. Dans ta narine ici, tu en avales un peu, tu dors tranquillement, tu te réveilles, le matin, c'est fini. Tu n'as plus rien. Voilà le remède contre la grippe, contre la toux et puis contre tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas sorcier. Mais il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Que nous-mêmes, nous soyons l'artisan de notre développement. Il ne faudrait pas que l'autre prévoit le développement pour nous. L'homme blanc, il te donne la main. Le Malien est en train de crier « Ah, embargo, on a 40 conteneurs bloqués. » Mais c'est un faux problème, c'est faux et archi faux, c'est du mensonge. Les 40 conteneurs bloqués, les 400 conteneurs bloqués là, c'était avant la Covid, c'était pendant la Covid-19. Mais maintenant, on veut nous faire croire que c'est parce que la CEDEAO a décrété l'embargo que les 400 conteneurs sont bloqués là-bas. C'est pas vrai. On a connu le blocage de ceci ou cela bien avant le coup d'État.
Mais aujourd'hui, les commerçants disent le Mali est étouffé parce que le Malien ne veut pas vivre de son salaire, ne veut pas vivre de son travail. Le Mali n'attend que de l'extérieur. Cuba a fait combien d'années d'embargo? Cuba a vécu sous embargo pendant combien d'années? Mais ils ont réussi à développer un savoir endogène qui les a amenés à être les médecins modernes, les médecins les meilleurs au monde aujourd'hui. Ils ont développé un savoir endogène qui leur a permis de développer leur pays. Bon, mais on peut en faire autant. Et nous, qu'est-ce qui nous empêche? Nous avons, s'il pleut, si Dieu veut bien nous donner de la bonne pluie, nous avons nos mil, nous avons nos maïs, nous avons nos sorgho ici, nous avons nos ignames, nous avons nos patates, nous avons nos bananes ici, nous avons tout ce que nous voulons. Nous pouvons manger ça. Nos femmes peuvent transformer ces produits-là qu'on peut manger. D'accord, l'argent, c'est vrai, l'argent, la BCEAO a fermé, si la BCEAO a fermé, mais lui, il a un poulet. Il vient me voir. Moi, on peut revenir au système de troc avant que ces gens-là aient la présence d'esprit. Parce que la CEDEAO, ce n'est que le syndicat. Moi, je le dis aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire. C'est le syndicat des chefs d'État. Ce n'est pas le syndicat des peuples. Et il faudrait que nos hommes politiques comprennent, qu'ils disent la vérité. Que nos hommes politiques... Parce que notre problème aussi, c'est que nous n'avons pas d'hommes politiques charismatiques qui puissent se lever aujourd'hui, dire la vérité. Voilà la CEDEAO, ce que nous vous disons. Vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. Les Nations Unies ont dit ceci. On ne peut pas faire d'embargo sur un pays qui n'a pas de littoral. Tout le monde le sait. Bon, comment on peut accepter que nous, on soit sous embargo? Nous n'avons pas de littoral parce que nous n'avons pas d'accès sur la mer. Les Nations Unies ont décrété ça. Qu'on ne peut pas faire d'embargo contre un pays qui n'a pas un littoral. Alors... Pourquoi embargo contre le Mali? Il faudrait que nos hommes politiques s'entendent, qu'ils se comprennent, mais tous autant qu'ils sont, chacun veut être quelque part, donc personne n'élève la voix, personne ne dit ceci ou personne ne dit cela. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Il faut refonder le Malien, il faut reconstruire la nouvelle mentalité du nouveau Malien pour qu'on ait un Mali nouveau, comme d'aucuns l'ont dit, espoir Mali courage. Oui, tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Mais l'avenir du Mali est sombre, très sombre, parce que nous avons les 2/3 du pays qui sont occupés. Les 2/3 du Mali sont occupés. Pourquoi? Cependant, quelle force nous n'avons pas chez nous ici? Et où était la CEDEAO quand on occupait les 2/3 de notre territoire? Où était la CEDEAO au moment où on tuait les gens à Ogossabou? Où était la CEDEAO au moment où on tuait les gens à ce jour ou à cela? C'est un peu ça la difficulté, c'est un peu ça le problème. Ce qui veut dire que, donc, il faudrait qu'on sache que tant que nous-mêmes nous ne nous prendrons pas en main, tant que nous-mêmes nous ne nous considérerons pas, il va être très difficile pour nous de nous en sortir. Parce que les gens ont l'impression que Bamako, c'est le Mali, Bamako, c'est le Mali seulement, hein? Ça se limite à ça. Les gens ne savent pas qu'à Ségou, à côté à Ségou, derrière le fleuve, tu ne peux pas y aller. Les gens ne savent pas qu'à Mopti, dans l'interfleuve, il n'y a pas d'école. Tout est fermé. Et on fait croire aux uns et aux autres, on est en train de se crêper le chignon ici, parce qu'on se dit on veut le pouvoir, on veut le pouvoir, on veut le pouvoir. Rendre le pouvoir au civil, rendre le pouvoir au civil. Le civil qui va aller s'asseoir là-bas à Koulouba, hein, je ne veux pas être de mauvais augure, hein, mais tu vas aller t'asseoir là-bas. Ce qu'on a fait à Djonkunda, là, on va lui faire la même chose. Et quand les militaires vont donner le pouvoir à ces civils-là, ce qu'on a fait à Amadou Aya Sanogo, c'est ce qu'on va leur faire. Voilà la situation.